Peter Mansell, physicien, oui, chercheur au CNRS à un moment. Oui. Voilà. Donc depuis 2002, il s'est intéressé à la parapsychologie, mais il s'intéressait à beaucoup d'autres choses auparavant, mais par le biais justement de ce qu'il vient de nous présenter ce soir, le projet de la conscience globale. Et donc, la spécificité de Peter, c'est qu'il a vraiment retravaillé ce projet depuis le début, depuis quelles sont les questions qu'on pose, quelles méthodes statistiques on va utiliser. Et donc, il a développé tout ça et il a eu très vite une reconnaissance de son travail de la part de la communauté parapsychologique. Et il continue à travailler sur ce sujet-là. Et puis maintenant, il travaille encore sur d'autres projets de recherche au sein de NIMI. Donc, le GCP, en fait, c'est, pour commencer, faut dire que ce projet, cette expérience, c'est le produit en quelque sorte d'une longue histoire de recherche dans les phénomènes psy et en particulier les expériences en laboratoire sur la psychokinèse. Donc, dans les années 70 en particulier, il y avait un nombre de laboratoires qui ont mené des recherches pour voir si les données produits des générateurs de nombres aléatoires pourraient être influencés par la seule application de l'intention d'un sujet. Okay. Donc, d'utiliser les... En fait, il y avait des manips, des expériences de ce genre avant. Par exemple, il y avait des expériences qui étaient faites par Ryan, le Ryan Research Center aux États-Unis, où ils avaient essayé d'influencer le GDD. Hein. Mais à partir des années 60-70, on commençait à utiliser les générateurs de nombres aléatoires électroniques parce que ces générateurs produisent un grand débit de données, donc on peut accumuler beaucoup de données. Ce sont aussi des appareils qui sont très stables et leur comportement physique est bien connu. Donc il y avait quelques avantages d'utiliser ces appareils. Donc, typiquement, les GNA ils vont produire une série de 1 et de 0, des bits. Donc, il y a un grand débit. Ce débit est complètement indéterminé, mais aussi la distribution de ces bits est très, très précise. Donc, c'est-à-dire, il y a une distribution complètement aléatoire, mais le rapport entre le nombre de 0 et de 1 est 50-50 de manière très, très précise. Dans une expérience typique de ce type, on va mettre un sujet devant un GNA, un générateur de nombres aléatoires, et on va demander à la personne d'essayer de faire un effort, d'influencer le débit des bits seulement par l'intervention mentale, c'est-à-dire le sujet va essayer, par un effet mental, de produire plus de 1 que de 0, ou vice-versa, plus de 0 que de 1. Et donc, il y avait toute une série qui était faite d'expériences de ce genre qui était faite par Helmut Schmidt, aussi à Princeton dans le Pear Lab et dans d'autres laboratoires. Et le résultat, en bref, c'est que ça a marché. Okay. Donc, il y a beaucoup de détails, beaucoup de variations, on peut en discuter, mais dans l'ensemble, ces expériences montrent un effet. Okay. Et donc, ça, c'est un petit peu la base. Et donc, il y a en fait deux conclusions ou deux leçons qu'on peut en tirer. Le premier, c'est qu'il y a cet effet. Okay. Donc, il y a un effet qui montre un lien subtil entre l'esprit et la matière. Et on ne comprend pas du tout comment ça marche. Donc, il faut dire aussi que ce genre de lien, ce n'est pas que ces expériences qui montrent ça. Il y a des autres genres des lignes de recherche dans la parapsychologie, comme le bio-PK, la guérison, qui indique aussi qu'il y a un lien mystérieux entre l'esprit et la matière, mais ces expériences sur les GNA sont une démonstration particulièrement simple et directe de cet effet.
Une autre leçon qu'on peut tirer de toutes les expériences qui étaient faites en amont, c'est que c'est assez difficile en fait de reproduire de manière fiable. Donc ça rejoint bien d'autres expériences dans la parapsychologie comme télépathie, clairvoyance, remote viewing, tout ce genre d'expériences où on va demander au sujet de faire un effort par une intention d'influencer quelque chose, c'est très très difficile de faire des réplications fidèles. Okay? Et il semble que ça a beaucoup à voir avec des facteurs soit personnels ou soit psychologiques comme des croyances, des personnalités, des états de conscience qu'on ne comprend pas trop. Donc c'est assez difficile à contrôler. Okay. Donc ça, c'est un petit peu la base et c'est le point de départ de GCP. Donc je m'intéresse depuis bien longtemps à ce projet parce qu'il y a un nombre d'éléments en fait très, très intéressants, au moins pour moi, dans la façon que l'expérience est conçue. Et donc je veux juste raconter quelques points de ce genre. La première chose, c'est que le GCP essaie d'éviter le problème de reproductibilité imposé par la variabilité psychologique en étudiant, au lieu d'étudier l'intention sur un système, le GCP étudie l'attention, l'effet de l'attention sur un système. Donc, en général, dans tout programme de recherche, on souhaite étudier un système qu'on peut caractériser et contrôler le mieux possible. Okay? De ce point de vue, la complexité de la performance psy d'un individu peut être, c'est quelque chose déjà qui est très riche et très intéressant, mais aussi c'est problématique. Et on peut en partie le mettre de côté si on tourne un accent sur l'intention vers cet accent de attention. Donc le GCP n'est pas la seule ligne de recherche qui prend cette démarche. Il y a des autres comme par exemple les expériences sur le pressentiment. Donc en général, les expériences de pressentiment en psy vont prendre un effet physiologique et montrent que certains effets physiologiques précèdent les stimuli. Donc, par exemple, c'est comme on a un système physique et il y a, sans l'intention, l'effort de la part du sujet, un effet. Donc, dans ce cas, le système physique, c'est le corps humain. Et dans ces expériences, le sujet n'est pas demandé de faire une intention ou un effort, quoi que ce soit. Et dans bien des cas, le sujet ignore complètement qu'il y a un effet physiologique qui est produit. Donc le GCP prend cette idée, mais d'une manière un peu particulière. Il va dire que cette intention, une intention forte, une intention cohérente, peut agir sur des GNA pour changer le comportement des GNA, mais aussi il y a l'idée qu'il n'est pas nécessaire que cette attention soit dirigée vers l'appareil. Donc ça peut se passer à l'aveugle. Donc, c'est-à-dire le sujet peut ignorer complètement qu'il y a un GNA dans l'appareil. C'est juste que le fait qu'il y a un état de conscience attentif et cohérent va, de manière mystérieuse, influencer l'appareil. Donc ça, c'est la première démarche qui est faite ici, c'est de changer d'un effet de l'intention à intention. Et l'espoir, c'est que ça va rendre les expériences et les faits un petit peu plus stables. Donc, dans la même idée, une autre démarche qui est faite, c'est que le GCP va, au lieu d'utiliser un seul sujet, le GCP va utiliser un grand nombre de sujets.
Okay. Donc, et l'espoir ici, c'est que l'attention moyenne d'un grand nombre de personnes qui sont attentives à quelque chose va être un petit peu, va rester stable même s'il y a des fluctuations, des variations des individus. En moyenne, ça va être plus stable. Donc c'est une autre façon, une autre idée pour amener une certaine stabilité dans les faits. Donc, on va utiliser un grand nombre de personnes, et donc l'idée qui est un peu ludique du GCP, c'est qu'on va utiliser comme sujet pas juste beaucoup de personnes, mais tout le monde, donc toute la planète. Donc les sujets, c'est nous, c'est la population de la Terre. Et donc l'idée, c'est de faire amener tous ces gens de la planète à être attentifs à une chose à un moment donné. Donc comment faire ça? Évidemment, ce n'est pas possible. Okay. Donc, la façon de contourner ce problème de faire marcher tout le monde sur la planète en même moment, c'est juste de laisser tourner les GNA tout le temps, en permanence, et on attend un moment où il y a une forte attention collective sur la planète. Donc, c'est-à-dire, on va laisser tourner 7 jours sur 7 les GNA, et on attend qu'il arrive le nouvel an, ou qu'il arrive le mondial, le final du mondial de foot, ou une grande surprise comme un tsunami, tremblement de terre terrible, ou d'autres choses. Bref, un événement qui, pendant une courte période, va attirer l'attention de beaucoup de monde. Et donc, c'est pendant ces dits événements qu'on va aller voir si le comportement des GNA a changé. Troisième point, c'est que le GCP met un accent sur la physique, c'est-à-dire la science de la physique. Donc en parapsychologie, il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour comprendre la psychologie derrière, l'état de conscience derrière les phénomènes psy, mais beaucoup moins sur la physique. Or, il y a 2 mois, l'IMI a invité Richard Broughton, qui est quelqu'un de très très connu dans le domaine, qui a donné une conférence sur l'évolution et le psy, mais au début de ses remarques, il a mentionné qu'en fait en psy, on peut dire qu'il y a 2 pôles de questions sur la psychologie et sur la physique. Et le problème dit dur, c'est la physique. C'est là vraiment où on ne fait pas de progrès et c'est très très difficile à imaginer comment on fait procéder. Donc le GCP essaie de contribuer à ce problème-là et la façon de contribuer, c'est de créer un réseau mondial, global, de GNA synchronisé et les laisser tourner en permanence. Et par cela, on crée une base de données qui comporte beaucoup d'informations, des informations temporelles, des informations spatiales, et c'est dans cette base de données très très détaillée qu'on peut puiser pour tester des hypothèses secondaires, pour poser des questions secondaires. Et donc dans cette conférence, je vais vous montrer quelques exemples de comment on peut s'en servir de cette base de données pour poser et répondre aux certaines questions de la physique de ces questions. Okay. Juste un dernier point sur la vision du GCP. Ce qui est peut-être le plus important, c'est que le GCP propose qu'il y a un effet de conscience étendue, conscience globale. Donc, le départ, c'était qu'on avait démontré qu'entre un sujet et un appareil physique, il peut y avoir un lien. Qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs esprits? Est-ce qu'il peut y avoir une connexion, un lien entre des esprits et un appareil? Si on multiplie des esprits, est-ce que les liens sont toujours là? On peut poser la question dans le sens inverse. S'il y a des effets
du mental sur le physique, est-ce qu'il peut y avoir les effets du physique sur nous? Est-ce que le mouvement subtil du monde quantique peut nous influencer dans le sens inverse? Ou est-ce que même de poser la question comme telle, un peu va-et-vient, c'est trop linéaire, c'est trop simpliste, il se peut aussi qu'il y a des connexions même entre les esprits. Pourquoi pas? Et s'il y a des connexions et entre les esprits et entre la matière, entre tout l'environnement, c'est à partir de là qu'on peut se poser la question où s'arrête la conscience. Est-ce que toutes ces connexions, ces interactions peuvent produire un effet de type conscience qu'on ne connaît pas encore? Okay. Donc ça, c'est un petit peu la motivation, les bases et le point de départ du projet. Donc, à partir de ça, il faut en fait faire une expérience, il faut monter une manip, il faut faire quelque chose. Et donc, je vais vous montrer comment on fait ça concrètement. Alors, est-ce que ça va marcher? On va voir. OK. Donc, on commence avec une grande question. Est-ce qu'une conscience globale est possible sans même savoir ce que c'est? Et on peut reposer la question, est-ce que la matière est liée à la conscience d'une manière directe et au-delà de l'intention? Okay. Donc à partir de ça, on va le redire pour essayer de mettre quelque chose en œuvre. Donc la question qui est une sorte de formule light de l'hypothèse, c'est est-ce que les moments d'une forte attention collective dans le monde, quand il se produit des événements majeurs à une échelle globale, est-ce que ces moments-là sont corrélés avec des processus physiques, des déviations dans les processus physiques partout dans l'environnement et partout dans le monde? Donc ça, c'est la base de départ. Et donc pour tester, étudier cette question, déjà la première étape, c'est de mettre en place ce réseau. Donc, il y a c'est dommage, je n'ai pas amené un G1A avec moi. C'est juste des toutes petites boîtes qui branchent dans un ordinateur. Il y a un en bas, mais c'est en fonction. Donc, je n'avais pas pensé d'en amener. Mais en tout cas, les G1A sont juste des toutes petites boîtiers électroniques qui branchent sur un ordinateur et parlent des processus quantiques dans tous les diodes, dans tous les transistors. On peut tirer des nombres qui sont réellement aléatoires. Donc, on les installe sur un réseau déployé un peu partout. Donc là, vous voyez, si vous voyez bien, ça date d'il y a quelques années, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis. Et donc, c'est un réseau avec une soixantaine, 70 G1A. Il y en a en bas. Et c'est connecté à l'Internet. Et régulièrement, les données qui sont accumulées sur les ordinateurs locaux sont envoyées sur l'Internet sur un serveur à Princeton, dans le New Jersey, aux États-Unis, où est basée l'expérience. Et cette acquisition de données continue depuis 1998. Donc ça fait quoi? Ça fait 12 ans, 13 ans. Donc c'est une très grande base de données. Donc voilà la carte. Donc ça crée ce qu'on peut dire une matrice de données. Donc là, juste de manière très schématique, je montre ce que ça peut donner. Donc ici, chaque pixel sur ce graphique représente la donnée d'un seul générateur pour une seconde. Donc sur le vertical, il y a une soixantaine de pixels en rangée. Et puis cet axe ici, horizontal, c'est le temps. Donc ça donne une matrice comme ça. Et j'ai indiqué que cette matrice, de temps en temps, ça augmente parce que quand on rajoute un générateur quelque part, on a un petit peu plus de largeur. Donc voilà. Donc c'est dans ces données-là qu'on va chercher pour voir s'il y a quelque chose de curieux qui se passe au moment de ces événements.
Donc pour faire cela, ce qu'il faut faire, c'est de les définir. Donc comment on définit un événement? Bon, déjà, il faut le choisir. Donc les choses se passent dans le monde. Bon, rien s'est passé aujourd'hui, mais il y a 3 mois, il y avait des événements en Égypte. Et on avait décidé que là, ça c'est un événement à l'échelle globale, donc on a choisi quelque chose là. Une fois un événement est choisi, il faut définir la période en temps précise, quelques heures. Ça, il y a un début et un fin. Typiquement, c'est entre 4 heures et 24 heures. Et aussi, on va choisir une statistique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va regarder dans ces données. Dans presque tous les cas, c'est tout simplement ce qui s'appelle la variance des données, mais parfois, il y a des autres statistiques qui sont choisies. Donc, une fois on a ces 3 choses, ça nous permet en fait de faire un calcul et cracher un chiffre qui est la variance, si c'est le cas, pour la période donnée, et ça, c'est le résultat pour cet événement. Et on va attribuer à ce chiffre ce qu'on appelle un z-score. C'est juste un nombre qui indique le nombre d'écarts types du résultat par rapport à l'écart type normal, l'écart type de hypothèse nulle. Okay. Donc, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe l'expérience. Donc, juste pour montrer que typiquement, sur un an, on va accumuler peut-être une trentaine d'événements. Donc, ça va, c'est un petit peu comme ça dans notre matrice. Donc, peut-être au début, il y a le nouvel an, et puis le deuxième, c'est ce qui s'est passé en Égypte, et puis après, il y avait le mariage en Angleterre de Kate et comment il s'appelle William. Et puis au dernier, c'est Deaska, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que, en fait, la quantité de données qui est réellement sondée et testée est relativement petite par rapport à toute la base de données. Mais ça nous donne tout de même, si on continue pendant 10 ans, un grand nombre de z-scores, un grand nombre d'événements et un grand nombre de résultats. Et ça, ici, c'est les résultats réels de 360 événements du début jusqu'à aujourd'hui. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs choses qu'on peut voir ici. La première chose, c'est qu'il n'y a vraiment rien qui saute aux yeux. Okay. Ça a l'air d'être complètement aléatoire. Mais si on calcule en fait la moyenne de ces z-scores, et c'est ce que j'ai montré avec la ligne rouge, il y a en fait un petit écart par rapport au 0, ce qui est attendu s'il n'y a pas d'effet. Donc il y a cette tout petit effet. Okay. Donc la taille est d'un tiers. Donc c'est tout petit, mais la question est, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est significatif? Et la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'on a un grand nombre d'événements, donc même s'il y a un petit écart, si on accumule beaucoup d'événements, on peut montrer que statistiquement, c'est quelque chose vraiment inattendu. Donc il y a une manière un petit peu mieux de la visualiser. C'est ce que je montre ici. Donc, je vais prendre juste quelques minutes avec ce diapo parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans. Mais ça résume très bien toute la manip. Donc, alors, on va faire juste marche en arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur de tous ces points-là et je vais faire une somme qui accumule un par un toutes les valeurs. Okay? Parce qu'il y a un moyen qui n'est pas 0. Après, quand je fais toute la somme, je vais avoir une pente dans ma courbe. Et c'est ça ce que vous voyez, la ligne rouge. Donc, il y a beaucoup de fluctuations parce qu'il y a beaucoup de bruit dans les données, mais en fait, il y a une pente assez stable. Et donc, en fait, on réalise ce qu'on voulait dès le départ, c'est d'avoir un effet qui est plus ou moins stable, même si petit. Aussi, ce que je montre ici, c'est
un test sur toutes les autres données. Non, ici, cette nuage de toutes les lignes, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pris ma base de données, j'ai pris exactement les mêmes événements, mais j'ai décalé dans le temps. Au lieu de prendre l'événement, les données au moment de l'événement même, j'ai pris les, disons, 4 heures de cet événement un jour plus tard. Okay? En fait, de manière aléatoire, je déplace tous les événements pour voir si cet effet qui monte là est représentatif de toute la base de données. Dans ce cas, ça ne sera pas intéressant, ça veut dire que l'instrument ne fonctionne pas bien. Ou est-ce que les événements mêmes sont différents que tout le reste? Et donc ici, j'ai fait cet échantillonnage 1000 fois et vous voyez, nuage, donc parfois ça monte, parfois ça descend. C'est normal, c'est des données aléatoires, mais en général, ça reste assez restreint. Or, cette ligne-là est très au-dessus de ce nuage. Okay. J'ai mis aussi une ligne, on peut appeler ça une enveloppe d'expectation, je ne sais pas si ça se traduit en français. D'attente, une ligne d'attente. Et ça, c'est une enveloppe d'attente qui a une valeur de 1 chance sur 1 million. La probabilité d'arriver ici avec juste un seul coup, c'est 1 chance sur 1 milliard. Donc là, c'est un très grand résultat. OK, donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Donc, c'est absolument clair que le GCP démontre l'existence des corrélations. Donc maintenant, je vais glisser un petit peu sans trop expliquer. Je vais parler maintenant des corrélations, mais parce que ce qui est à la base de cet effet, c'est des corrélations entre ces GNA. Mais est-ce que ça répond à notre question de départ? Est-ce que c'est évident pour une conscience globale? Et là, la réponse est clairement non. En fait, il n'y a pas de lien direct entre ce résultat et cette idée de conscience globale. Pourquoi? La raison, c'est dû au fait que l'expérience est menée. Comment je fais cette expérience? Voilà. J'attends. Okay. J'attends et puis je décide, quelque chose s'est passé, ça, je vais appeler ça un événement et je vais le mettre dans mon registre d'événements. Donc, je vais choisir ça. J'ai un feeling, j'ai une intuition. Ensuite, je vais décider combien de temps ça dure. Il me semble que ça a duré 6 heures. OK, donc j'ai une intuition sur ça aussi. Et puis, je vais décider sur une statistique. Voilà, ça sera bien la variance, ou peut-être pas, aussi. Donc, en fait, la façon que l'expérience est faite, c'est exactement comme on fait ce qui s'appelle une expérience de libre choix si on étudie le ESP, par exemple. Vous me suivez? OK? Parce que ça, c'est un point très important. Donc, l'hypothèse et la conception de la manip, ça vise un effet physique. Mais la façon réelle que c'est réalisé ne peut pas distinguer entre un effet ESP de l'expérimentateur et un effet réel. Okay. Donc, cet très beau résultat nous laisse complètement sur nos fins. Donc, comme je mets en bas, donc on appelle ça un effet d'expérimentateur, c'est très connu dans la psychologie. Donc, il y a cette possibilité. Il y a aussi la possibilité qu'il y a une conscience globale et c'est un effet physique, ce qui veut dire que le comportement des GNA change vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, c'est là où, en fait, cette base de données très riche va nous aider. Et normalement, dans la science, quand on est face à une telle situation, façon très classique de procéder, c'est d'imaginer deux possibilités. À partir de ces deux possibilités, on va faire deux modèles. On va choisir deux modèles qui distinguent en fait entre les possibilités et puis tester des modèles contre les données. Et donc pour faire cela,
je vais définir deux modèles. Je vais appeler ça un modèle de sélection. Donc, ça veut dire que le réseau, c'est complètement une boîte noire. Il n'y a pas du tout un effet réel dans les GNA. C'est juste qu'il y a des fluctuations normales et je choisis au bon moment de prendre les données là ou là ou là ou là pour arriver à. Donc, c'est dû au psi de l'expérimentateur. Ce modèle de sélection, ça peut aussi être un modèle pour la tricherie, parce que c'est exactement la même chose. On peut tricher de manière psychique, on peut tricher en regardant dans les données avant de définir mes événements. Donc ce modèle ne se prononce pas sur ces possibilités, donc toutes sortes de sélection est testée. Un autre modèle, c'est qu'il y a un effet réel, et de façon, ce que j'imagine ça, c'est qu'il y a, par l'effet collectif d'attention de ces grands nombres de personnes, de ces populations, il y a une sorte de champ, ou quelque chose, champ de je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui va agir sur des GNA. Donc j'appelle ça un modèle de champ, et ce modèle va dire que, l'effet est bel et bien physique, le comportement des GNA change. Et à partir de ça, on peut préciser le modèle, on peut imaginer des champs avec des caractéristiques différentes. Mais avant de faire ça, on peut déjà faire quelques prédictions juste à partir d'un modèle de champ complètement générique. Donc, le premier, ce que je vais vous montrer, c'est le suivant, il y a une prédiction pour le modèle de sélection, le modèle de ESP, que tous ces z-scores, ces scores pour les événements, sont complètement indépendantes de la quantité de données dans un événement. Bon, la quantité de données dans un événement, ça change. Le modèle de champ, parce que c'est un effet, ça propose un effet physique, ça veut dire que plus que j'ai de capteurs, plus que je vais en fait battre contre le bruit de fond, et je vais faire ressortir un signal qui est plus fort. Donc ça c'est normal dans toutes les sciences. Si on a un problème de beaucoup de bruit ou un signal qui est très très faible, on met plus de capteurs, on accumule plus de données. Donc pour le modèle de champ, ça veut dire que les z-scores pour les événements avec plus de données vont être plus importants. Et donc voilà le résultat. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai fait un graphique avec ces fameux z-scores, mais sur l'horizontale, j'indique la quantité de données. Et un graphique comme ça va prédire qu'il y a une augmentation linéaire de l'effet. Et ça a une pente qui n'est pas zéro, mais qui est positive, et c'est ça ce qui est prédit par le modèle physique. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de bruit. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui sort aux yeux. Si j'enlève la ligne rouge, vous allez avoir de mal en fait, à le décerner. Donc, on voit bien statistiquement qu'il y a quelque chose qui favorise physique, mais ce n'est pas très très fort. Pour chaque modèle, je vais décrire une enveloppe de possibilités pour cette pente de régression dans les données. Et vous voyez que c'est ça ce qui est bien, c'est que les deux sélections, le champ, ils ont très peu de recouvrement. Okay? Ça veut dire qu'ils distinguent pas mal les deux effets. Mais il y a quand même un certain recouvrement. Ça veut dire que la puissance de ce test n'est pas énorme, n'est pas énormissime. Tout de même, le résultat même de l'expérience est la ligne noire, et ça tombe très bien dans l'enveloppe de modèle du champ. Et pour le modèle de sélection, vous voyez que peut-être, mais c'est peu probable. Okay. Donc cette limitation de tirer des conclusions, c'est dû à quoi? En fait, c'est dû à la faiblesse de l'effet. On ne peut pas, avec les données que nous avons, on ne peut pas faire mieux. Okay. Donc on est limité. Si on veut faire mieux, il faut attendre encore 12 ans. Ce que j'ai étudié ici, ça s'appelle l'autocorrélation des corrélations.
Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un effet de champ, on peut bien imaginer que ça dure. Ça dure. Peut-être ça varie, peut-être ça va et ça vient, peut-être c'est pas très très stable, mais il y a une certaine durée. On attend quand il y a n'importe quel champ, on attend qu'il y ait au moins une certaine persistance. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je peux aller dans les données et je peux me poser la question, si c'est un effet de champ, je devrais avoir une certaine persistance de ce champ. Okay? Ça, c'est ce qu'on peut étudier avec l'autocorrélation des corrélations, pour être bref. Et là, vous voyez, donc, ce qui est l'expectation, c'est que cette courbe soit de manière fluctuante autour de 0, et là, il monte. Et la prédiction est qu'on a une autocorrélation qui est positive. Et là, on voit qu'il y a bel et bien, pendant une durée de combien? Une durée de 5, 6, 7 secondes, une autocorrélation positive qui est à une certaine signification. Donc, ici, l'enveloppe, c'est pour une probabilité de 1 sur 100, donc ce n'est pas très très fort, mais c'est un deuxième point en faveur de ce effet de champ. Il y a d'autres, mais maintenant je vais juste changer de registre un petit peu et je vais poser la question, qu'est-ce que je peux faire si maintenant, au lieu juste de penser à un effet de champ très très générique, je précise un petit peu. Okay, je précise un petit peu. Et là, ce que je vais préciser, je vais dire, il se peut que ce champ est local. Ça veut dire que s'il y a un événement qui se passe à Paris, c'est peut-être l'effet est plus important ici à Paris et c'est un petit peu moins important à Sydney. Donc ça s'appelle un modèle local. Okay? Donc, qu'est-ce que ça donne? Bon, pour le modèle sélection, encore une fois, sélection, les données sont fiches, c'est sans structure, c'est complètement, les corrélations sont complètement homogènes. Mais pour l'effet de champ, on a cet effet où les corrélations autour de Paris sont plus importantes que très très loin. Donc il y a cette structure. Donc on peut tester ça aussi. Donc là, c'est le réseau, ok. Donc c'est pour dire que si quelque chose se passe en Europe, peut-être les corrélations dans tous ces GNA sont plus importantes que là-bas. Ici, ce que j'ai fait, j'imagine qu'au lieu d'avoir 70 GNA, j'ai 10 000. Donc chacun de ces points ici, c'est un GNA. J'ai mis un GNA tous les 100 km partout dans le monde. Okay? Donc j'ai un pavage de GNA partout sur la surface de la Terre. Et ce que je montre ici, c'est les données à 1 seconde. Donc les rouges, ça veut dire que la valeur de GNA à 1 seconde de données est négatif. Et plus que le point est gros, plus que c'est négatif. Et le bleu, c'est positif. Donc, si rien ne se passe du tout, donc j'ai un mélange moitié-moitié de rouge et bleu, et avec quelques-uns qui sont petits, quelques-uns qui sont grands. Le modèle de sélection, ça donne quoi? Ça donne quelque chose comme ça. Donc, il y a un effet, il y a plus de bleu, mais il n'y a aucune structure. Mais pour l'effet de champ, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc là, peut-être il y a quelque chose, ça c'est peut-être, voilà, ça c'est l'effet DSK, parce qu'il y a l'Europe et les États-Unis qui réagissent en même temps. Voilà. On peut aussi avoir quelque chose qui évolue dans le temps. Par exemple, on se réveille à Paris, et puis après les Américains se réveillent, mais après les Parisiens se couchent, et donc on peut aussi regarder dans le temps s'il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Comment le tester? Okay. Déjà, pour ce qui est spatial, la façon la plus simple de le tester, c'est de juste regarder un effet de distance. Okay? Comment je peux faire ça? Bon, ces corrélations sont faites pour. Parce que nos corrélations, mathématiquement, c'est juste le produit du résultat de deux générateurs. Un générateur, ici dans ce cas, à Alaska, et un autre
C'est où ça? C'est Los Angeles, je crois. Okay. Et entre ces deux, il y a une distance. Mais si je prends un autre élément de corrélation entre Los Angeles et Nouvelle-Zélande, il y a une autre distance qui est plus importante. Donc je peux prendre tous ces éléments de corrélation et les trier par distance. Qu'est-ce que j'attends? J'attends que plus que la distance est grande, plus que les corrélations sont faibles. Okay. Donc je vais faire ça. Et maintenant on a un autre graphique du même genre, mais cette fois-ci, c'est l'amplitude des corrélations contre distance. Et là, encore une fois, on voit une régression qui est attendue, mais c'est aussi très très faible. Je dois vous montrer quelque chose, un point qui n'est pas dans la colonne effet de champ. C'est un calcul que j'ai fait récemment. Et l'idée, c'est la suivante. Donc, si les gens sont endormis, si c'est la nuit, les gens n'attendent à rien, ils prêtent attention à rien. Donc, si je prends dans mes données tous les GNA au moment de la nuit, est-ce que je vais trouver que les corrélations sont plus faibles là? Et par contre, dans la journée, j'attends que ce soit plus important. Okay. Donc, je peux couper les données et choisir des corrélations. Donc, c'est des paires de GNA. Donc, je prends uniquement des corrélations où il y a les deux qui sont ici dans un fuseau d'horaire de 6 heures. OK? Vous me suivez? Et puis, donc, ça fait une sorte de fenêtre de 6 heures et je vais le faire marcher sur toute la journée. Okay. Donc, j'ai ma fenêtre qui commence à minuit et ça termine à 6 heures du matin, donc je mets à 3 heures de mat, c'est le milieu, donc je mets mon point à 3 heures de mat, et puis je fais déplacer par 1 heure et je mets un autre point à 4 heures du matin, et ainsi de suite. Et dans cette courbe, j'ai fait juste le boucle 2 fois parce que c'est plus facile à voir. Okay. Donc déjà, on voit qu'il y a des variations, mais le minimum, c'est où? C'est à 10 heures du matin. Aïe. J'espère que ça soit plutôt ici à 3 heures du matin. Donc, il n'y a pas quelque chose vraiment très très clair qui sort pour cette idée que pendant la nuit, il n'y a pas d'effet parce que les gens dorment. Mais encore une fois, les statistiques sont très très faibles et la différence entre ce pic-là et le bas ici, ce n'est pas très significatif. Donc ça, ici, c'est un point d'interrogation. En fait, la première fois que j'ai fait ce calcul, ça tombait pile poil au milieu de la nuit. J'étais vraiment trop ravi. Mais quand j'ai ajouté plus de données, ça a bougé juste pour voir que quand vous avez des effets qui sont très très faibles, il faut vraiment faire très attention. Donc on peut avoir beaucoup d'insights sur ces questions de est-ce qu'il y a réellement une possibilité de cet effet de conscience globale, ce qui reste complètement sans réponse par la manip même. Mais avec tout ce genre d'analyse, on peut commencer à tirer des conclusions. Et heureusement, parce que la base de données est très, très, très détaillée, je vous ai montré 3 ou 4, mais il y a 8 ou 9 tests indépendants que je peux faire comme ça. Et donc, voilà toute une liste. Ici, je montre juste pour le cas très, très générique, on avait déjà regardé le nombre, c'était le premier, quand il y a plus une quantité de données, donc l'effet est plus important. J'appelle ça le nombre. Et là, ici, c'est la probabilité pour le cas de sélection. Donc, le cas de sélection est très, très improbable. Très, très, bon, une chance sur 70, quelque chose comme ça. Pour l'autocorrélation, c'est une chance sur 50. Et il y a des autres, je peux vous en parler après si vous avez des questions, des autres tests que je peux faire aussi. Donc, ils ne sont pas très très forts, mais quand j'en ai 4 qui sont tous dans le même sens et qui sont tous quand même significatifs par des règles
de statistiques, ça commence à être intéressant. Aussi, pour le champ local, je vois que les résultats, même s'ils sont un petit peu dans la direction aussi de l'effet de champ, ils sont beaucoup moins clairs. Bon, pour deux raisons. Une raison que pour ces tests-là, je suis très limité par la quantité de données que j'ai. Ça, c'est une chose. Aussi, de définir en fait quelques-uns de ces tests. Bon, la distance, c'est très simple, mais pour d'autres, c'est moins facile. Il y a un peu de flou dans tout ça. Et il se peut aussi que le champ local que j'ai fait ici, c'est un truc très simple. Peut-être c'est autre chose. Peut-être il y a un champ physique, un effet physique, mais c'est pas bien décrit par cette simple idée que je vous avais montrée. Okay. Donc, on va aux conclusions. Le GCP propose une chose, mais on ne peut pas, par cet résultat de l'expérience formelle d'une chance sur 1 milliard, on ne peut pas tirer la conclusion qu'il y a cette conscience globale, pour cette raison que la réalisation de l'expérience, c'est comme aussi une expérience de ESP. Okay. Mais la base de données nous permet d'aller plus loin. Et l'ensemble des tests, donc il y en a un paquet, favorise un effet physique. Là, c'est très intéressant. Et la valeur, si je combine en fait tous les tests que j'ai faits, j'ai une probabilité d'avoir tous ces petits tests, tous dans la direction de l'effet de champ, qui est à peu près une chance sur 100 000. Donc, normalement, c'est concluant. Mais je dis ici, attention aux valeurs de probabilité. On peut facilement se tromper. Déjà, ils sont plutôt, pour les interpréter de manière simple et nette, ils sont faits pour des hypothèses qui étaient bien posées. Ici, ça ressort en fait des analyses que j'ai fait au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas vraiment très clean de cette manière. Et aussi parce qu'ils sont tous assez à la limite, ça peut changer. Il se peut que si j'accumule plus de données, ça peut les tous basculer d'un coup d'un côté ou l'autre. Donc moi, je vois que ce chiffre est très encourageant, mais je ne me prononce pas jusque maintenant. Une autre conclusion, et ça, donc je n'avais pas parlé de ça, peut-être le résultat pour moi qui est le plus important, c'est ça, ici. Le premier, ce que je vous avais montré. C'est que l'idée que s'il y a plus de données, on a un effet qui est plus fort, on voit mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai plus de données, c'est mieux. Or, dans ce réseau même qui existe aujourd'hui, il y a une capacité d'avoir presque 25 fois plus de données. En fait, on peut avoir 25 fois plus de données en changeant quelques lignes de logiciel. Mais avec tout ça, on peut avoir une taille d'effet 5 fois plus grande qu'on a. C'est-à-dire, on peut, dans 2 ans, faire ce qu'on avait pendant 12 ans. La dernière chose, que même avec tout ça, il y a un autre problème potentiellement fatal, et je n'avais pas parlé de ça. Donc, voilà. Et je vais vous laisser comme ça. Voilà, donc je vous remercie. Et s'il y a des questions sur tout ça. Oui, monsieur. La première question, c'est, on a parlé à un moment, mais je ne sais pas si ça se confirme quand vous n'en avez pas parlé, d'un effet d'anticipation. C'est juste la première question. C'est-à-dire, avant un événement, est-ce que ça commence à... il y a une espèce de biais qui se fonde. Apparemment, ce n'est pas le cas. L'autre question, c'est aussi, il serait intéressant de savoir sur les gros événements.
est-ce que l'effet est plus fort que sur les petits, ce qui permettrait aussi de discriminer les deux hypothèses. Peut-être une dernière chose sur ce que vous avez défini, attention au départ, étant donné qu'il s'agit d'une charge émotionnelle, on pourrait dire collective, est-ce qu'on peut parler d'intention, est-ce qu'on peut parler d'attention? Enfin, disons, je pense que le sens des termes que vous utilisez au départ gagnerait à être précisé. Oui. Ce qui est clé, c'est que l'expérience est aveugle, c'est-à-dire les populations ne visent pas les GNA. Pour le reste, et bien sûr, on avait travaillé beaucoup dessus, d'essayer de faire des catégories d'événements, des célébrations, des attaques terroristes, pour voir s'il y a des différences. Parfois on voit, parfois on ne voit pas. Le problème, c'est que, donc vous avez vu que quand on découpe les données et pose des questions secondaires, très vite, on est à la limite de puissance statistique. Et quand on cherche, par exemple, les catégories, on va couper la base de données en 5, 6, 7 et c'est très très difficile de tirer des conclusions. La seule chose que j'ai essayé, ce qui était un petit peu, bon je n'ai pas le publié mais peut-être un jour, c'était de juste essayer de diviser les événements entre des grands événements et des petits événements. Ça c'est aussi très très flou. Mais c'est assez facile à avoir quelque chose qui semble un petit peu cohérent. Et là, on trouve qu'il y a une différence. Les événements plus petits ont une amplitude de corrélation qui est plus faible. Et est-ce que je réponds au problème fatal ou pas? Oui. Oui. La raison, en fait, pour laquelle je n'ai pas entré dedans, c'est que c'est un petit peu compliqué. Mais je vais essayer de le dire de manière simple. Donc, ces GNA ne sont pas parfaits comme appareil, comme tout. C'est-à-dire, il peut y avoir des biais dans le débit de données, ce qui est dû peut-être aux caractéristiques des transistors ou peut-être à la température qui donne l'influence sur les composants électroniques, etc. Donc, et pour cette raison, au début, dans les années 90, quand ils ont commencé le réseau, ils ont induit dans le débit, juste après le débit de bits, ce qui s'appelle un XOR. Donc, c'est un processus qui va en fait inverser un bit sur deux. Okay. Donc, si on fait ça pourquoi? On fait ça pour en fait annuler un biais de premier ordre. Inverser, ça veut dire que j'ai 4 bits. J'ai 1, 0, 1, 0. OK? Et mon XOR, il va laisser passer le premier, mais il va inverser le deuxième. Il va laisser passer le suivant, il va inverser le quatrième. Voilà. Et donc, si on réfléchit un petit peu, on voit que s'il y a, un biais, ça va annuler le biais, parce que le biais, la moitié va être... Okay. Donc, il y a ce XOR. Or, en fait, dans ces corrélations, en fait, c'est quoi ces corrélations? C'est les corrélations entre des déviations de cette sortie. Mais il y a un XOR qui va couper tout biais. Donc, qu'est-ce qu'il y a devant le XOR? Et la réponse, c'est que c'est une autocorrélation des bits. Donc, l'effet réel, c'est qu'il y a une autocorrélation dans les bits. C'est ce qu'on déduit par le fait qu'il y a un XOR. Okay. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que dans ce réseau, vous voyez, ça commence à être compliqué. Dans ce réseau, il y a deux types de GNA, de fournisseurs différents. Et ces deux types, ils ont deux XOR différents. Okay? Et ils ont aussi deux débits différents. Donc, je peux bien imaginer qu'il y a, par un effet de champ, en fait, je peux bien imaginer qu'il y a quelque chose qui induit une autre corrélation dans les bits. Et puis, ça va, en quelque sorte, ça va passer le XOR pour produire une déviation comme ça.
Mais, pour que ça puisse se faire, il faut que cette autocorrélation est en phase avec ça s'appelle une masque, le masque XOR. Mais si j'ai deux masques différentes, il faut que j'ai deux autocorrélations différentes. Or, maintenant, je prends toutes mes corrélations et je les découpe. Je prends les corrélations entre... je vais utiliser les noms. Il y a un qui s'appelle Mindsong, c'est le fournisseur, et il y a un autre qui s'appelle Ornion. Donc, il y a Ornion, il y a Mindsong. Donc, j'ai des corrélations qui sont entre Mindsong et Mindsong. J'ai des corrélations entre Orion et Orion. Et j'ai des corrélations entre Orion et Mindsong. Voilà. Okay. Donc, s'il y avait juste un qui était où se trouvait l'effet, je dirais, OK, bon, voilà, maintenant j'apprends quelque chose, j'étudie la structure de cet XOR-là, parce que c'est là qui fait passer machin. Mais l'amplitude des corrélations, c'est identique pour tout. Donc, il faut concevoir, imaginer une autocorrélation générique pour passer n'importe quel XOR. Ce n'est pas très facile. Et maintenant, vraiment, je passe sur les détails. Il y a des autres problèmes de phase. Donc, soit ça, ou c'est foutu.